Bonjour, mon nom est Anne-Marie Daou. Je suis professeure titulaire au département de sciences politiques de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gouvernance sécuritaire des corps, la mobilité et les frontières, et aussi membre de l'axe 2 du CRIDAC. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du concept de gouvernance sécuritaire des corps. La gouvernance sécuritaire des corps, en fait, c'est les mécanismes de gestion, de déploiement du pouvoir et qui sont faits au nom de la sécurité. Donc, de manière générale, quand on pense sécurité, frontières et corps, on va penser à des manifestations un peu spectaculaires comme la croissance de murs, la détention des personnes migrantes, etc. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que le corps joue un rôle beaucoup plus important outre ces manifestations spectaculaires-là. Le corps va être appréhendé, donnifié, identifié, etc. Et ça a des impacts sur les personnes qui traversent les frontières. Bien, je m'intéresse à ce sujet-là parce que le contrôle des frontières, c'est un sujet de débat public, politique, démocratique, et aussi parce que le contrôle frontalier, c'est quelque chose que la majorité d'entre nous vont expérimenter, ne serait-ce que pour un voyage. Et ce qu'on constate, c'est que le corps devient important, il devient appréhendé de différentes façons pour tout le monde, mais c'est pas avec les mêmes conséquences pour tout le monde. Si vous êtes une personne trans, passer un scan à l'aéroport, c'est une autre expérience. Ce que le scan va révéler, si ça ne concorde pas avec votre passeport, qu'est-ce qui arrive? Qui fait autorité pour savoir si vous représentez une menace ou pas? Est-ce que c'est votre document? Est-ce que c'est comment vous allez être perçu par l'agent d'immigration? Est-ce que ça va être ce que le scan vous dit et vous donne comme information? Soudainement, un appareil sécuritaire qui est supposé rendre les déplacements plus fluides et plus sécurisants pour tout le monde, bien en fait, pour certaines catégories de personnes, peuvent devenir très insécurisants et créer plus d'insécurité. Mais ça, c'est le genre de réflexion qu'on peut juste avoir si on se pose la question, OK, mais la sécurité de qui, de quoi, et comment ça se déploie aussi. La gouvernance sécuritaire des corps, elle se manifeste de différentes façons. La manière la plus évidente, c'est les contrôles frontaliers. Vous rencontrez une personne qui gouverne votre personne, c'est-à-dire qui va vous appréhender, vous poser des questions et évaluer si vous semblez éveiller des soupçons ou, au contraire, si vous êtes une personne qui semble susciter la confiance. Par contre, d'autres manifestations, ça peut être le scan des iris, par exemple, les données biométriques. Vous avez des algorithmes aussi qui sont déployés dans les analyses de bases de données où des informations sur votre corps sont aussi présentes. On sait par exemple que les meilleurs algorithmes détectent de 20 fois moins le visage des femmes noires que les hommes blancs. Donc, qui vous êtes, comment vous êtes perçu, comment votre corps est donnéifié, donc pas juste comment il est vu par une personne, peut avoir des impacts sur votre traversée de la frontière ou non, par exemple. En fait, ça nous dit qu'il y a dans les discours politiques une volonté d'obtenir un risque zéro. Fermer les frontières, verrouiller les frontières, les rendre plus sûres, les rendre plus efficaces. C'est un discours qui est très séduisant, dans les faits qui est impossible. On ne peut pas verrouiller une frontière de 8000 km, mais au Canada, par exemple. Mais dans les faits, ce que ça dit, c'est qu'on souhaite vraiment contrôler les flux dans une logique de gestion sûre et ordonnée. Et qu'est-ce qui fait que c'est sûr, qu'est-ce qui fait que c'est ordonné? Bien, c'est différents mécanismes de contrôle, mécanismes d'appréhension des corps, comme je vous dis, par les bases de données ou les scans, les données biométriques, etc., qui vont faire en sorte qu'on va dire on a une régulation qui est sûre, qui est ordonnée, qui est efficace. Si on y pense, le passeport a une histoire qui est très récente. Les contrôles, même migratoires, si on parle au Canada, aux États-Unis, on parle du 19e siècle. Et même le passeport, en fait, aujourd'hui, on le prend pour acquis, c'est un objet qu'on traîne, qui va de soi pour voyager, mais on oublie que même sur la scène internationale, dans les années 30, ça suscitait beaucoup de débats. Et vous avez l'Organisation internationale du travail, même qui s'objectait au fait que le passeport devienne un document important que tout le monde devrait avoir, parce qu'on pensait que ça nuirait aux travailleurs. Donc, en termes d'histoire, c'est assez récent.
Un autre exemple de gouvernance sécuritaire des corps, évidemment, c'est la quarantaine. On pense à Ellis Island aux États-Unis, mais aussi au Canada, on avait des espaces de quarantaine, évidemment. Donc, c'est cette idée qu'il faut contrôler des corps potentiellement malades, qu'on associait beaucoup aux corps étrangers. Donc, l'idée de les isoler et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas nécessairement propager des maladies. Mais des fois, c'était aussi associé purement à des enjeux raciaux, c'est-à-dire on associait certaines personnes à certaines couleurs de peau, certaines origines ethniques, à des personnes qui pouvaient propager des maladies. On pensait par défaut, par exemple, que toutes les femmes asiatiques étaient des prostituées, ce qui avait justifié les contrôles des femmes asiatiques au 19e siècle. C'est quelque chose qu'on peut penser qui date, mais on a des exemples tout récents, notamment avec la COVID-19. Au Québec, on avait le ministre de l'Immigration, Jean Boulet, qui avait notamment fait un peu scandale en mentionnant qu'il fallait fermer le chemin Roxham parce que si on laissait les personnes rentrer, ça allait surcharger nos hôpitaux. Donc, on avait cette association-là, étrangers, maladies, dangers, qui avait été faite. Et même sous l'administration Trump, en 2020, on avait un décret qui avait mentionné comme quoi les personnes qui venaient demander l'asile aux États-Unis devaient être refusées, ne pouvaient pas voir leur demande traitée parce qu'elles portaient des risques de COVID. Évidemment, c'est une certaine instrumentalisation politique, mais il faut se souvenir que ce décret-là a simplement été annulé en 2023. Donc, pendant 3 ans aux États-Unis, par voie terrestre, si vous voulez déposer une demande d'asile, vous étiez refusé au nom de la COVID, au nom de la maladie. Gouvernance et sécuritaire, déjà, c'est deux choses différentes. On peut parler de gouvernance sans parler de sécurité. On peut parler de sécurité sans parler de gouvernance. Le fait de les mettre ensemble fait quelque chose. Donc, si on parle aux frontières, parler de gouvernance sécuritaire des frontières, c'est déjà reconnaître que la façon dont gèrent nos frontières présentement, elle se fait au nom de la sécurité, par exemple, et pas au nom d'autre chose. Ça pourrait sembler aller de soi parce que c'est communément accepté aujourd'hui. C'est un peu difficile de dire « je suis contre la sécurité ». Mais dans les faits, on pourrait penser à une gouvernance humanitaire qui a déjà existé. Par exemple, quand on a créé la Convention sur les réfugiés en 1951, on pensait à une gouvernance d'ordre humanitaire, c'est-à-dire comment faire une gestion des personnes qui avaient été déplacées à cause des conflits et faire en sorte que cette gestion-là soit ordonnée selon des principes humanitaires. Parler de gouvernance sécuritaire, c'est le rapprochement de deux littératures. Donc, une sur la gouvernance, qui s'est beaucoup développée dès les années 90 avec les enjeux de mondialisation et une certaine remise en question de la centralité de l'État. On l'a vu dans les discussions académiques, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a une montée de la mondialisation, on a de supposées nouvelles menaces comme le crime transnational, le terrorisme, etc., qui nécessitent en fait une nouvelle façon de repenser les contrôles. Donc, c'est plus juste le niveau de l'État, il faut avoir d'autres acteurs. Donc, cette idée-là de gouvernance qui suppose des collaborations, des échanges entre, oui, des personnes de l'État, mais aussi d'autres acteurs, des ONG, des compagnies privées, etc. Et d'un autre côté, on a une littérature qui émerge à peu près autour de ces mêmes années-là sur la sécurité, qui, elle aussi, remet en question la sécurité. Donc, on ne se préoccupe pas juste de la sécurité des États, mais aussi de la sécurité et de l'insécurité des individus. Et on essaie de réfléchir, bon, comment on fait pour gérer ces menaces-là si on ne se rapporte pas juste à la structure qui est vue comme étant un peu lourde de celle de l'État. Alors, quand on parle de gouvernance sécuritaire, si je mets ces deux littératures-là ensemble, c'est essayer de repenser justement cette idée-là de différents acteurs, différents mécanismes et pour appréhender les menaces sécuritaires, évaluer les risques et y répondre de manière efficace. Donc, cette notion-là d'efficacité, elle est très importante dans l'idée de gouvernance et on l'a vu aussi dans tous les débats sur la gouvernance au sein des institutions publiques, par exemple. On veut un État qui est plus efficace, qui a une meilleure gouvernance. D'ailleurs, le concept de bonne gouvernance ou de good governance émerge dans ces années-là. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur ces choses-là. Juste sur la gouvernance, il y en aurait plusieurs, mais si on pense plus à la gestion des frontières ou à la gouvernance sécuritaire, ici à Montréal, on a des personnes comme en criminologie, comme Benoît Dupont, qui ont travaillé là-dessus. Plus récemment, on a ma collègue au CRIDAC, Karine Côté-Boucher, qui porte justement ce regard analytique-là et critique sur la gestion sécuritaire des frontières. D'un côté anglophone, c'est plutôt là que la littérature s'est développée. On peut penser à quelqu'un comme
comme William Walters. Mais vraiment, un texte fondateur, je dirais, ça serait celui de Didier Bigot, un texte classique de 98 qui s'appelle La gouvernementalité par l'inquiétude et qui commence à questionner cette idée-là, justement, que la gestion des frontières, la gestion des mobilités semble de plus en plus répondre à une logique sécuritaire de gestion de risque plutôt qu'autre chose et qui mobilise justement différents professionnels, différents groupes, oui, l'État, mais aussi différents groupes, différents acteurs qui tentent de coordonner, en tout cas, la gestion des frontières au nom de la sécurité et de la gestion de risque. La critique de la gouvernance sécuritaire, on remarque qu'elle vient surtout de la société civile, donc des groupes populaires, des OBNL, qui justement vont demander à ce que cette gouvernance sécuritaire-là, elle se nomme, parce que souvent on parle juste de gouvernance des frontières, mais qu'on dit non, c'est une gouvernance sécuritaire qui a des impacts, et surtout des impacts d'insécurité sur les personnes qui traversent les frontières. Mais le problème ou l'enjeu, c'est que cette critique-là, elle se retrouve souvent très marginalisée. Si elle n'est pas taxée d'idéalisme, sinon on va dire qu'elle est dangereuse parce que je l'ai mentionné, qui est contre la vertu, qui est contre la sécurité. Donc, de critiquer la gouvernance sécuritaire en même temps, ça exige aussi de poser plus de questions sur la sécurité de quoi, l'insécurité de qui et de quoi, et mettre à jour, mettre à nu ou à plat le fait que c'est des décisions qui sont politiques. C'est pas juste des questions d'efficacité, c'est aussi des questions qui sont éminemment politiques et qu'il faut discuter à tout le moins.